Oui, Monsieur le député de Drammen, il reste donc 25 minutes à votre intervention pour compléter celle que vous avez déjà faite. Merci, Madame la Présidente. Je m'apprête à aborder la notion du patrimoine immatériel et je me demande si s'inscrit dans cette notion la raison pour laquelle, progressivement, à Drummondville, on a arrêté de dire Drummond. Mais ça se pratique. On va y arriver. Cela dit, hier, nous nous sommes laissés, après avoir parlé d'un ensemble, mais surtout beaucoup, de la notion de paysage patrimonial, sur lequel nous ne reviendrons pas aujourd'hui, après avoir parlé de la notion d'urgence, après avoir parlé des risques que courent les artefacts, les objets que cette loi est supposée, ou dont cette loi est supposée d'encadrer l'identification, l'inventaire, la préservation, la protection, la mise en valeur et la diffusion auprès de la population du Québec dans une perspective, bien sûr, d'éducation, de connaissance, mais aussi de renforcement d'un sentiment d'identité. Aujourd'hui, nous allons commencer, même s'il reste relativement peu de temps, avec ce qui est peut-être la notion la plus fondamentale qui s'ajoute, qui est ajoutée par le projet de loi 82 et qui est la notion de patrimoine immatériel. La notion de patrimoine immatériel a fait l'objet de beaucoup de discussions passionnées à bien des égards, souvent, je pense, j'espère, de haut niveau, atteignant même des discussions très théoriques sur ce que c'est, sur comment on le définit, sur comment on l'identifie, sur comment on le fait connaître, comment on le perpétue, comment on l'inscrit dans la durée. Je ne crois pas qu'on en soit arrivé à un consensus sur la base même de cette notion, qui est, bien sûr, sa définition. Il y avait dans le devoir d'avant-hier ou d'hier, je vous dis ça à l'instant, d'avant-hier, une lettre signée par une série d'experts, 2 mai, c'est avant-hier, sur la notion de patrimoine immatériel. La base de leur argumentaire est celle-ci. La définition de l'UNESCO du patrimoine immatériel. Et on sait bien que lorsqu'on est une institution qui doit établir le plus petit dénominateur commun entre un ensemble de gouvernements, de nations souveraines qui ont chacune leurs considérations propres et donc, compte tenu de l'ensemble des différences, il peut s'avérer difficile d'établir ce dénominateur commun. Et donc, on arrive à des définitions plus vagues. Et pourtant, alors qu'un État, comme le Québec, pourrait avoir une définition élaborée, précise, poussée, adaptée à sa réalité dans le détail, celle de l'UNESCO dit ceci. On entend par patrimoine culturel immatériel les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire, ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre les communautés, groupes et individus et d'un développement durable. Il y a des mots là-dedans qui ont des sens très élaborés, mais on retrouve évidemment la question d'identité, de transmission, d'espace. Et celle qui est retenue pour le projet de loi 82 est celle-ci. Les savoir-faire, les connaissances, les expressions, les pratiques et les représentations fondées
sur la tradition qu'une communauté ou un groupe reconnaît comme faisant partie de son patrimoine culturel et dont la connaissance, la sauvegarde, la transmission ou la mise en valeur présentent un intérêt public. C'est très chenu à côté de ce qui existe au niveau international. Alors qu'au contraire, on pourrait élaborer bien davantage en s'appuyant sur les caractéristiques, sur l'élan même de ce qu'est notre spécificité à nous, nos enjeux particuliers, notre histoire à nous. Mais au contraire, on aplatit la définition vers quelque chose qui, ultimement, la dépouille de certaines de ces variables fondamentales. Les instruments, les objets, les artefacts ne sont plus retenus. Et ça, c'est même étrange. Même si on essaie de chercher un angle politique pour comprendre, on ne comprend pas pourquoi c'est pas là. Et j'y reviendrai avec d'autres exemples dont un qui est un peu plus actuel, qui a été publié aujourd'hui même. La notion d'espace culturel. Il est essentiel qu'on soit capable de circonscrire à l'intérieur d'un espace la pertinence, la vie d'une pratique, sans quoi son sens, en termes ethnologiques, je dirais, sans quoi sa valeur adaptative comme comportement humain dans un milieu donné n'a pas de sens. Pour ces raisons-là, on se questionne beaucoup. Et j'y vais d'exemple. Cet après-midi même, on annonçait qu'une entente était signée entre le Musée de la civilisation de Québec et l'Université Laval, relativement à ce qu'ils ont appelé les pratiques corporelles des Québécois. Essentiellement, restons calmes, il s'agit de sport. Les objets relatifs à la pratique du sport, que sont les instruments ou les trophées ou les médailles, vont être l'objet d'un traitement particulier. Est-ce que la protection, la préservation, la mise en valeur, la diffusion au bénéfice du public des médailles et des instruments utilisés dans le sport représente une perpétuation complète de l'exercice du sport? L'exercice du sport, comme l'exercice d'un art, s'inscrit par nature dans le patrimoine immatériel. Et je vous donne un exemple fort simple. La plupart des gars et pas mal de femmes quand même au Québec, quand on leur dit jouer au hockey, ça appelle un ensemble d'images, un ensemble de souvenirs, des notions qui sont extrêmement concrètes parce qu'elles sont senties. Et l'entraîneur et les amis le communiquent à l'autre, qui le communiquent à l'autre. Il y a transmission de connaissances, de pratiques, de façons d'exercer une pratique qui sont par nature immatérielles, mais qu'on ne peut à bien des égards ne transmettre, ne mettre en valeur qu'en utilisant les objets physiques qui étaient essentiels à la pratique de ces activités-là. Par exemple, si je vous parle d'un sport pratiqué par les Premières Nations, qui est la crosse, on va imaginer le bâton, l'espèce de panier au bout, la balle qui est lancée, on sait qu'il y a un système de points, mais on n'en sent pas davantage parce que il y en a, mais peu de Québécois pratiquent ce sport-là. Et donc, c'est une notion qui est très théorique. Un autre exemple se retrouve dans une pratique. Et j'ai la chance d'avoir des gens qui, sans que je le leur demande, m'ont mis sur une liste d'envoi un monsieur, je crois qu'il est de Saint-Eustache, et qui m'envoie régulièrement plein d'informations historiques et patrimoniales. Il m'a envoyé quelque chose sur la tradition de l'arbre de mai. L'arbre de mai, on sait tous un peu ce dont il s'agit. À l'époque de la Nouvelle-France, le 1er mai, les habitants, les censitaires d'une seigneurie, coupaient un arbre de grande hauteur, le dépouillaient complètement de ses branches, sauf la partie du haut, allaient le planter fermement sur le terrain du seigneur, le décoraient et ça donnait lieu à une espèce de festivité durant laquelle le seigneur se réservait le privilège d'être le premier à faire feu sur l'arbre et les censitaires faisaient feu aussi par la suite sur le même arbre, l'activité étant, semble-t-il, généreusement arrosée. Il y a un sens à ça.
la pratique n'existe plus vraiment, mais il y a un sens, il y a une activité, il y a une nécessité de transmission qui est tout à fait patrimoniale et qui s'inscrit dans la notion de patrimoine immatériel, mais il faut identifier le sens de ça. Et on sait, en faisant les recherches, que ça remonte à même avant l'époque des Romains, sous différentes formes, que c'est un rituel associé au printemps et donc à la période de la vie et de la fertilité. Ce sont des notions qui font appel et qui découvrent leur sens, en particulier dans ce cas-ci, dans l'espace où elles se situent. Ces pratiques-là exercent une fonction, inscrivent le citoyen dans une culture où les gestes ont un sens. Et tout ça ne peut être transmis que lorsqu'on reconnaît les variables de base de la notion de patrimoine immatériel. Et je comprends qu'à l'heure du souper, dans les foyers québécois, peu de gens se soucient gravement de la tradition de l'arbre de mai. Je suis content que le leader du gouvernement s'y intéresse beaucoup. Peu de gens s'en soucient, mais notre responsabilité, lorsqu'on va développer et adopter cette loi-là, est de l'avoir fait bien, de l'avoir fait jusqu'au bout de l'exercice. Et il y a des ethnologues, et il y a des archéologues, et il y a des archivistes, et il y a des gens qui sont spécialistes dans le patrimoine immatériel, qui sont venus s'exprimer, et qui ont soulevé le fait que la définition semblait être tronquée, et elle est la base de l'ensemble de l'exercice de ce qui va venir après. Le patrimoine immatériel est un facteur d'identité comme l'ensemble du patrimoine. Est un facteur qui, pour s'inscrire dans la continuité, doit être transmis. Et les mécanismes de transmission du patrimoine immatériel, il n'y en a pas beaucoup. C'est une contribution essentielle à la diversité culturelle. Et beaucoup des variables nécessaires à ce que le patrimoine immatériel soit reconnu et traité à sa juste valeur sont absentes.